Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau de La Voix est libre, le magazine politique de la rédaction de France 3 à Picardie. Nous poursuivons notre série de débats consacrés aux élections législatives, élections des 10 et 17 juin, dont vous pourrez suivre les résultats dès 20h sur France 3 à Picardie. Autour de la table, aujourd'hui, j'accueille 3 élus représentant les 3 plus importantes forces politiques de la région, leurs 3 formations au regard du premier tour du scrutin présidentiel, pèse à elle seule près de 75% de l'électorat régional. Je reçois donc aujourd'hui Anne Ferreira, bonjour. Bonjour. Socialiste, ancienne députée européenne, vice-présidente du Conseil régional de Picardie, candidate socialiste dans la 2e circonscription de l'Aisne, celle de Saint-Quentin. Tout à fait. Enfin, à côté de vous, Jérôme Bignon, bonjour. Bonjour. Député sortant de la Somme, candidat à votre succession dans la 3e circonscription, conseiller général de la Somme, et par ailleurs, pour quelques semaines encore, enfin nous verrons, président du Conservatoire du Littoral. Absolument. Enfin, Michel Guignot, bonjour, président du groupe FN au Conseil régional, conseiller municipal de Noyon, candidat dans la 6e circonscription de l'Oise, par ailleurs membre du bureau politique du Front National. On sait par exemple que vous avez joué un rôle décisif auprès de Marine Le Pen dans la collecte des fameuses 500 signatures et que vous coordonnez la campagne des législatives. Je précise que ce ne sont pas les candidats que je reçois aujourd'hui, mais bien les représentants des formations politiques en campagne. Le propos sera donc plus large que celui, Madame, Messieurs, de vos circonscriptions respectives. Première question aux uns et aux autres. Dans quel état d'esprit vous abordez ces élections? Pour vous, Anne Ferreira, j'imagine, le discours est simple, conforter le président Hollande. Voilà, tout à fait. On l'a dit, le changement passe par la majorité présidentielle. Nous avons aujourd'hui un président. Il faut que demain, ce président ait les moyens d'agir et les moyens de réaliser le programme pour lequel il a été élu. Et ça passe par, bien sûr, l'élection des députés et la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Jérôme Bignon, j'imagine que pour vous, la tâche est plus compliquée. La victoire, c'est la cohabitation. C'est un peu plus compliqué à défendre, non ? Que je sache, la cohabitation n'a pas si mal marché que ça dans notre pays. On a eu 3 exemples de cohabitation. Un en 86, un en 93 et un en 97. Il y en a eu 2 pour la droite et 1 pour la gauche. Et que je sache, les socialistes ne se sont jamais retournés vers M. Chirac en disant finalement la cohabitation ne nous intéresse pas. Ils ont gouverné et M. Jospin n'a pas été empêché de gouverner. Vous savez qu'en réalité, on a un régime qui est très présidentiel quand la majorité de l'Assemblée est conforme à la majorité présidentielle. On a un régime qui est totalement parlementaire, avec les pouvoirs spécifiques du président de la République qui ne lui sont pas enlevés sous la Ve République, qui sont au contraire renforcés, quand la majorité présidentielle et la majorité parlementaire divergent. Michel Guignot, quelle est la priorité pour le Front National? Obtenir des députés ou finir le travail contre l'ancienne majorité du président Sarkozy? Écoutez, déjà, je voudrais répondre à la question que vous avez posée à mes collègues. Je suis assez surpris de la réponse de Jérôme Bignon, puisque le slogan de 2007, qui était sur l'ensemble des documents des candidats à la législative pour leur parti, enfin le parti de M. Sarkozy, battu récemment, c'était non à la cohabitation. Alors c'est vrai qu'en politique, parfois, les analyses sont à géométrie variable. Alors un jour, l'UMP est contre la cohabitation quand ça les arrange, et ils sont pour la cohabitation quand ça les arrange. Bon, enfin, ça les regarde, mais c'est quand même assez révélateur de ce qu'aujourd'hui l'UMP veut. Ils ont perdu le pouvoir partout, d'ailleurs grâce à monsieur et à cause de M. Sarkozy. D'abord, contrairement à ce que vous venez de dire, M. Cani, tout bonnement parce que M. Sarkozy a échoué en ayant fait des propositions qui étaient celles du Front National et il ne les a pas appliquées. Il a donné à la gauche les grandes villes, les conseillers municipaux des grandes villes, le Sénat, les conseils généraux, les conseils régionaux, l'Élysée et aujourd'hui peut-être l'Assemblée nationale. Donc dans quel état d'esprit nous sommes? Eh bien tout bonnement, nous voulons faire face à l'UMPS et si les Français veulent être représentés dans une véritable opposition à la gauche mondialiste et européiste, voilà, eh bien tout bonnement, il n'y a qu'un seul choix, c'est d'envoyer la voix du peuple par des représentants à l'Assemblée nationale, des représentants et des députés du Front National. Et évidemment, écoutez, au Conseil régional, comme dans tout un tas d'assemblées où ces 2 partis siègent, systématiquement, ils votent 90% les uns et les autres des propositions qu'ils ont faites. Le débat, mais vous n'êtes pas le seul à prendre la parole, Michel Guignot. Le quinquennat Hollande, c'est donc
parti depuis le premier conseil des ministres de jeudi, la semaine dernière. Depuis, il y a eu les déplacements internationaux du président de la République, G8 Washington, sommet de l'OTAN Bruxelles, sommet européen, sommet de l'OTAN pardon, à Chicago, sommet européen à Bruxelles, déplacement à Kaboul hier. Ces 2 premières semaines du quinquennat, comment vous les avez vécues les uns et les autres? Anne Ferreira d'abord. Plutôt sereinement, parce que dès qu'il a été élu, François Hollande a mis en application ce pourquoi il avait été élu, c'est-à-dire qu'il a déjà pris un certain nombre d'engagements. Vous l'avez dit, aussi sur la question internationale, sur la question européenne. Je crois qu'il y avait là une urgence à rencontrer les responsables européens et à venir faire d'autres propositions à l'Europe, ce qu'il a fait et ce qui, je crois, n'a pas été trop mal accueilli. Michel Guignot, de votre côté, ces premiers pas du président Hollande? Écoutez, on observe. Première mesure, la baisse des indemnités des ministres. Oui, symbolique, bien sûr, mais bon, c'est déjà ça. Par contre, j'aurais aimé aussi que le gouvernement de M. Hollande communique de la même manière sur les 31 conseillers spéciaux qui ont été embauchés auprès de M. Hollande. Là aussi, à moins qu'ils soient embauchés bénévolement, mais ça, Mme Ferreira ou peut-être d'autres personnalités du PS pourront peut-être nous le préciser. Bon, voilà, donc pour l'instant, on observe quelques faux pas, que ce soit M. Payon, que l'on a bien connu dans cette région, ou d'autres. On va regarder un petit peu ce que cela va préparer. Madame Taubira, qui évidemment, on en reparlera tout à l'heure, bien sûr. Donc on observe pour l'instant, pas d'a priori, voir un petit peu ce qui va se passer, mais je crois que comment dirais-je, les décisions que prendra le gouvernement de M. Hollande vont être particulièrement, nous allons les observer. Pour l'instant, on ne peut pas dire que l'on ait vu une grande volonté de changement. Je crois en tout cas que jusqu'aux législatives, le couvercle sur la marmite pour ne pas affoler le Français. Jérôme Bignon, comment vous analysez ces premiers pas de François Hollande? Je suis assez respectueux de la fonction présidentielle parce que M. Hollande a été élu président de la République. Il met en route à la fois le gouvernement et la présence internationale de la France dans des moments extrêmement importants. Et donc des sommets où il fait connaissance du monde international qu'il ne connaissait pas avant, puisqu'il avait peu eu l'occasion de rencontrer les chefs d'État, et donc voilà, il est allé les rencontrer. Il n'y a pas eu de révolution ni au sommet de l'OTAN ni au sommet du G8. Le sommet de l'OTAN, il a annoncé ce qu'il avait dit pendant la campagne, donc ça n'était pas un scoop. Sauf qu'il a quand même changé en disant que c'était les hommes qui combattaient, les forces combattantes, ce qui n'était pas exactement ce qui avait été dit pendant la campagne électorale. Il est allé annoncer à Kaboul cette décision. Moi, je la regrette parce que je pense que c'est mettre en danger une partie des forces françaises et que probablement on a dû payer des compensations ou apporter des compensations à ce retrait. Rien ne se fait gratuitement dans cet univers des alliances. Par voie de conséquence, je ne suis pas convaincu que ça soit une bonne opportunité pour la France. Pour le reste, à Bruxelles, là aussi, c'est une prise de contact et je pense que voilà, il faut laisser les choses se mettre en place. Moi, je ne suis pas homme à tirer sur le pianiste à la première, aux premières valses. Voilà. Une réflexion peut-être à faire. Oui, j'ai l'impression que M. Hollande serait allé prendre le thé avec les représentants européens. Je crois que ça a été un petit peu plus loin que ça. C'était pas seulement une prise de contact, c'était déjà se dire qu'il y a une urgence et qu'il faut vraiment mener une réflexion sur la réorientation politique de l'Union européenne. D'ailleurs, le Premier ministre portugais a lui-même sollicité une rencontre avec François Hollande pour discuter justement de que peut-on faire demain pour les pays de l'Union européenne qui sont en difficulté. Alors, l'actualité immédiate, ça commence à être cette avalanche de plans sociaux qui s'annonce, qui commence à arriver. Air France, on parle de 5000 suppressions d'emplois, avec Roissy qui draine des emplois dans tout le sud de notre région. Plus proche de nous, Goodyear à Amiens, 800 emplois menacés. Des mauvaises nouvelles économiques qui commencent à s'annoncer. Jérôme Bignon, étonnant que ça tombe maintenant, ces informations. Est-ce qu'elles ont été gelées pendant la campagne présidentielle? Oui, enfin, c'est facile de dire ça. C'est vrai que la campagne présidentielle n'est pas un moment très opportun
pour déclencher les plans sociaux. Donc, enfin, Goodyear, c'est pas le président de la République, ni le candidat président de la République qui détient les clés de Goodyear. Air France, s'il y a urgence à réorganiser la société, on le savait déjà. Peut-être que ça a été suspendu pour ne pas précisément que ces débats aient lieu pendant la campagne présidentielle. Mais c'est pas une découverte. J'espère que ça n'est pas une découverte pour le camp socialiste que de savoir un certain nombre d'entreprises en difficulté dans notre pays. On a l'impression, c'est un peu naïf ou un peu innocent que de penser qu'on découvre aujourd'hui qu'Air France n'allait pas bien. Air France le dit depuis. Moi, j'ai auditionné le président d'Air France à l'Assemblée nationale au mois de février avec mes collègues de la commission du développement durable. Il a dit de façon extrêmement claire, dès cette époque-là, et les députés socialistes étaient là, que les difficultés d'Air France amèneraient Air France à se restructurer. Donc on a l'impression aujourd'hui de découvrir, je crois que c'est faire preuve de beaucoup de légèreté. Pas d'état de grâce sur le terrain économique. Non, mais pas de légèreté non plus. Je veux dire, on le savait tout à fait, on l'a dit aussi pendant la campagne, c'était connu que ces plans sociaux allaient arriver certainement juste après les élections. Par contre, effectivement, peut-être qu'il y aurait un travail qui aurait dû se faire en amont et pas laisser des semaines et des mois se passer sans qu'il y ait déjà des discussions, sans qu'il y ait un travail pour voir quelles réponses on pouvait apporter à ces problèmes d'emploi et à ces problèmes industriels. Michel Guignot, sur le terrain économique, est-ce que le Front National, au-delà de l'observation, au-delà de l'indignation, a des solutions crédibles à apporter ? En tout cas, les solutions que nous avons proposées ne peuvent pas être pires que ceux de mes deux collègues, puisque depuis à peu près 40 ans maintenant, ils se partagent le pouvoir, et la situation actuelle, que ce soit de la France ou de la Picardie en particulier, dont on pourrait dire aussi un mot, puisque nous atteignons cette fois-ci les 100 000 chômeurs en Picardie. En catégorie A, je ne parle pas des A, B, C, D. Voilà. Donc aujourd'hui, pardonnez-moi, Monsieur Cani, mais je constate que mes collègues font aujourd'hui le constat que nous faisons, mais ce sont eux les responsables de cette politique à l'Europe, dans les instances mondiales. Je rappellerai M. DSK, qui était quand même à la tête de la Banque mondiale. Aujourd'hui, on a bien le sentiment... Oui, enfin bon, dans l'esprit des gens, c'est cela. Aujourd'hui, comment dirais-je... La gauche découvrira, comme certainement beaucoup de Français sans doute ont pu le supposer, en tout cas nous-mêmes, qu'il y a un certain nombre de poussières qui ont été mises sous le tapis ou sous la moquette par M. Sarkozy, puisqu'effectivement ce que nous dénonçons et ce que nous annonçons malheureusement, c'est-à-dire une situation à la grecque et à l'espagnole, va arriver en France. Mais aujourd'hui, nos adversaires politiques constatent ce dont ils sont eux-mêmes responsables. Ils ne veulent pas entendre parler d'une autre politique que celle qui est la politique mondialiste et européiste. Vous le savez très bien, on ne va pas refaire le débat de la présidentielle. Nous avons déjà expliqué un certain nombre de choses, mais on peut les réexpliquer. Il y a évidemment aussi un problème, notamment pour l'emploi et l'économie. Par exemple, nous parlons de barrières douanières raisonnables avec un certain nombre de mesures qui pourraient relancer notre économie. Eh bien, les gens de l'UMP et du PS, une fois de plus de l'UMPS, ne veulent pas en entendre parler. Et nous courons, effectivement, nous allons dans le mur, évidemment. Jérôme Bignon, sur ce terrain économique, quelle parole vous portez face aux électeurs qui vous interpellent ? Je pense que la vision que vient de décrire Michel Guignot d'une responsabilité exclusive de la France sur ces sujets économiques... Non, pas de la France, de ceux qui ont gouverné la France. Les Français ne sont pour rien dans ce que vous avez fait. De ceux qui ont gouverné la France, je l'accepte, mais excusez-moi de ne pas avoir été assez précis, de ceux qui ont gouverné la France, est bien injuste, car nous sommes dans une économie qui est mondiale. Alors, il le déplore, mais on peut déplorer qu'il fait jour et regretter que quand la pluie est là, eh bien, ça ne soit pas le soleil, mais c'est la réalité. Nous sommes dans une économie mondiale. Et on a beau vouloir se dire qu'il va falloir sortir de l'Europe et sortir de l'euro, c'est quelque chose qui est irréaliste. Demandons à nos paysans le souhait qu'ils forment de sortir de la politique des paysans, M. Bignon. Oui, aujourd'hui, on ne va plus voir s'en occuper très longtemps. En 30 ans, dans le département de l'Oise,
il y a moitié moins d'exploitants agricoles. Le nombre d'exploitants agricoles de 6600 en 79 est passé à 3300. C'est pas le sujet. Il y a toujours des exploitants. Vous venez de parler de l'agriculture. Mais vous l'avez tué à Bruxelles, l'agriculture. C'est vous qui parlez, Monsieur Guignot. Si on peut en placer une régulièrement, ça serait agréable, et sans être interrompu, encore plus. C'est un débat, Monsieur Bignon. Oui, mais enfin, si vous s'il vous plaît, laissez Monsieur Bignon s'exprimer. Je trouve que c'est extrêmement intéressant ce que vous venez de dire, mais s'il y a moins d'agriculteurs, ils cultivent toujours une surface agricole utile équivalente. Non, c'est faux. 1 mètre carré toutes les secondes disparaît aujourd'hui en France. Ça, c'est un autre débat, il est environnemental. Non, donc ce que je veux dire, c'est que la politique agricole commune a aidé la France à construire une agriculture forte et puissante. Qu'il y ait moins d'agriculteurs, c'est un fait, mais c'est une agriculture forte et puissante, Monsieur Bignon. Oui, c'est une agriculture forte et puissante, absolument. En tout cas, dans la Somme. Peut-être pas là où vous êtes, mais dans la Somme. Pas de la Somme. Nous parlons de la France. Non, pour l'instant, je parle de la Picardie. Je suis sur France 3 Picardie et je suis heureux de parler de la Picardie. Je parle spécialement de la Somme. Et du mondialisme. Oui, bon, écoutez, si vous continuez à interrompre tout le temps, je vais me prêter à ce jeu-là aussi, et on aura un débat qui sera minable de la part du Front National par rapport à nos auditeurs. Sur le terrain économique, on poursuit, Jérôme Bignon, sur le terrain économique. Sur le terrain économique, je dis il ne faut pas, comme semble le faire M. Guignot, oublier trop vite que nous avons été dans une crise financière et donc une crise économique extrêmement importante, dont vous avez dit vous-même qu'on n'était pas sorti, puisqu'on était en train, et je le reprends puisque vous l'avez dit, en train d'aller doucement, mais sûrement, avez-vous dit, je pense qu'on peut éviter d'y aller. Mais encore faudrait-il que les uns et les autres on fasse des efforts et que vous puissiez nous aider sur ce sujet, éviter qu'on aille, parce que peut-être que ces sujets-là mériteraient une forme de consensus national pour qu'on puisse travailler, que rigueur et croissance puissent aller ensemble et qu'on puisse repartir du bon pied pour éviter à la France de connaître la situation des Grecs. Ça, c'est un vrai enjeu. Madame Ferreira, sur le terrain économique, des points d'accord avec Jérôme Bignon ? Je partage tout à fait l'idée de M. Bignon qui dit qu'il faut repartir sur un bon pied. Moi, je propose que ce pied, ce soit le pied du Parti socialiste et que, effectivement, je pense qu'il... Voilà, aujourd'hui, on est face quand même à l'échec d'une politique, à l'échec d'un gouvernement, au niveau de l'économie, au niveau de l'emploi, et on l'a dit notamment dans notre région. Donc il faut aujourd'hui amener d'autres solutions. Je crois que c'est sur ce sujet aussi que les Français ont voté pour le changement des solutions en termes d'emploi, en termes le contrat de génération qui permettra à 500 000 jeunes et seniors de rester dans une entreprise avec une suppression des charges fiscales pour permettre à ces emplois, pour permettre aux jeunes d'entrer dans l'entreprise. D'autres mesures plus directes sur l'industrie, une baisse de la fiscalité sur les entreprises et les PME qui réinvestiront dans l'entreprise. Enfin, je ne vais pas reciter toutes les mesures, mais enfin, je crois qu'aujourd'hui, il y a une alternative qui est proposée et que cette alternative, il faut calmement, sereinement la mettre en œuvre et voilà, et aussi discuter avec les partenaires sociaux, discuter avec tout le monde pour essayer de trouver les meilleures solutions en France, mais je disais aussi en Europe, c'est aussi un point important. Autre sujet d'actualité, la sécurité, la justice. Christiane Taubira, la nouvelle garde des Sceaux, a réservé son premier déplacement en province à Amiens. C'était jeudi. En matière de justice, Jérôme Bignon, la réforme initiée par Rachida Dati, qui a notamment supprimé les tribunaux de Péronne et d'Abbeville, du côté de l'UMP, j'imagine que le bilan est dur à défendre. Il est très dur à défendre parce que j'ai jamais été d'accord avec la façon dont la carte judiciaire a été refaite dans la Somme. Je l'ai dit en privé et publiquement quand Mme Dati était venue. Donc depuis ce temps-là, je n'ai plus parlé à Mme Dati. Donc je suis assez à l'aise pour dire que je n'ai... Depuis cette époque, très précisément, je lui ai dit ce que j'avais à lui dire le jour où elle est venue à la préfecture. Et depuis, je ne lui ai plus jamais parlé parce que j'ai considéré que la Somme avait été extrêmement maltraitée, injustement traitée, spécialement la Somme d'ailleurs, à la différence de l'Aisne et de l'Oise qui avaient été spécialement bien traitées. Et je m'en suis réjoui pour eux. L'avocat que je suis... Vous avez 2 ministres au gouvernement. Voilà, et ben c'était la différence. Et on a été punis dans la Somme pour faciliter le maintien du tribunal de Laon, de Soissons et de Saint-Quentin, alors que dans la Somme, on est resté avec un seul tribunal, avec une population identique et une structure socio-professionnelle de la même nature. Et idem dans l'Oise, donc les gens de la Somme ont été véritablement pénalisés. Et je souffre pour eux, parce qu'à Mers-les-Bains, passer devant le tribunal d'Amiens, il faut faire 160 km pour comparaître devant la justice. Les gens du littoral ne viennent plus au tribunal.
tribunal parce qu'ils n'ont ni les moyens matériels, ni le temps pour venir passer une journée ou une journée et demie. Parfois, il faut plus d'une journée et demie pour venir comparaître devant un tribunal à Amiens. Donc, véritablement, c'est un bon sujet. Vous me donnez une bonne occasion de dire qu'il y a des choses, vous savez, on a une forme de liberté. On peut quand même dire, même si ça a été fait par l'UMP, que ça n'était pas bien, que ça n'était pas juste et que c'était même plutôt nul. Anne Ferreira, le terrain de la justice. Eh bien, écoutez, oui, je crois qu'il faut une justice de proximité. Je pense aussi que pendant ces 5... le tribunal d'Abbeville. Je pense que pendant ces... Je vais aller voir Mme Taubira pour lui demander. Excusez-moi. Je pense que pendant ces 5 dernières années, les professionnels de la justice ont donné le sentiment, et d'ailleurs ont plusieurs fois manifesté contre des décisions qui les concernaient. De la même façon, je crois qu'il faut remettre la justice à sa place, une justice indépendante, une justice de proximité, et donner aussi à la justice les moyens de bien fonctionner. Michel Guignot, le tout répressif, ça reste le discours du Front National ? Pardon, excusez-moi, je n'ai pas le tout répressif, oui, pardon. Ça reste votre discours. Pourquoi ça a déjà été le discours du Front National ? Priorité à la répression. Non, priorité à la sécurité pour les Français, priorité à la justice pour tous les Français. Et d'ailleurs, un certain nombre de nos concitoyens peuvent considérer qu'ils ne sont pas forcément toujours traités de la même façon. Et nous n'avons pas parlé que du tout répressif. Je ne sais pas, vous avez vu ça ? Non, pas du tout. Nous considérons qu'un certain nombre de personnes qui sont des malfaisants pour la société doivent être condamnés quand ils doivent l'être et doivent exécuter leur peine. Et effectivement, notamment, même lorsqu'ils sont jeunes, la décision de Mme Taubira, c'est vrai que Mme Taubira a un passé aussi un petit peu indépendantiste, tout le monde le sait, même si c'est un certain nombre d'années, c'est vrai. Là, vous parlez de la décision de supprimer les tribunaux pour mineurs. Par exemple. Et quand on sait le nombre de mineurs qui aujourd'hui commettent un certain nombre de délictueux, quand encore, je crois, la semaine passée, on aurait appelé ça des garnements, il y a un certain nombre d'années, s'ils n'avaient pas foncé, par exemple, sur les forces de police avec une voiture, à 17, 18 ans, 16 ans, voilà, on ne peut pas considérer effectivement que ce sont des enfants, et quand ce sont des délinquants, et parfois même des criminels, ils doivent être traités comme tels, c'est ce que nous disons. Voilà, il ne s'agit pas de tout répressif. Par ailleurs, juste un mot, s'agissant de Mme Taubira, puisque vous avez parlé, je rappelle aussi qu'elle avait pris position contre la loi sur le voile islamique, c'est d'ailleurs sur le site France Terre d'Islam, je crois. Et donc, comment dirais-je, l'arrivée de Mme Taubira, évidemment, pose un certain nombre de questions, tout à fait. Par contre, ça n'a pas dû gêner beaucoup l'UMP, puisqu'elle a confirmé elle-même, il y a un certain temps, qu'elle avait été contactée en 2007 pour entrer au gouvernement par l'entourage de M. Sarkozy. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Donc, vous voyez, on retombe toujours dans l'UMPS. Si les Français veulent que ça change, eh bien, aux prochaines élections, ils savent ce qu'ils ont à faire, voter pour le Front National. Voilà. On va revenir peut-être à un terrain plus politique. On va revoir le score des élections présidentielles en Picardie. François Hollande, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy au coude à coude. Si on regarde également la carte du deuxième tour des présidentielles appliquées aux circonscriptions, François Hollande majoritaire dans la Somme, dans la quasi-totalité du département de l'Oise, sauf dans le sud. Nicolas Sarkozy majoritaire dans 5 des 7 circonscriptions du département de l'Oise. Il peut y avoir des triangulaires. C'est ce que vous craignez de votre côté, Jérôme Bignon ? La peur n'efface pas le danger. Donc, je crains rien. À mon âge, on craint plus grand-chose, sauf peut-être de mourir un jour. La triangulaire, c'est un élément du débat électoral dans un scrutin qui permet à tous ceux qui ont obtenu 12,5% des inscrits de rester au deuxième tour. Voilà, donc c'est les électeurs qui décident, c'est personne d'autre. Et c'est pas parce que j'aurais peur que ça changerait quelque chose. Donc voilà, je pense que sur des sujets comme rigueur et croissance, si on arrive à relancer en diminuant les dépenses publiques, en diminuant les dépenses de l'État, ce que ne veulent pas faire les socialistes, si on applique les peines, si on est sur des peines planchées pour les récidivistes, on peut peut-être apporter des éléments de réponse à des gens qui sont inquiets. Et c'est peut-être une façon d'éviter la triangulaire. Sur le terrain politique, les cafouillages qu'il y a pu avoir au PS, notamment
les investitures dans le département de la Somme, dans le département de l'Aisne, c'est pas forcément positif dans le décor pour vous? Non, bah c'est toujours regrettable. Hein. Mais bon, voilà, derrière les partis, il y a aussi des questions d'hommes, des questions de femmes, des questions de pression. Et je ne peux que le regretter. Je pense qu'aujourd'hui, tout est rentré en ordre et que voilà, on est en campagne et on est en campagne pour gagner. D'ici dans l'ici ou là, tout de même. Oui. Et puis côté Front National, Michel Guignot, des parachutages aussi. Est-ce qu'on n'est pas un peu de mal à implanter vos candidats sur le terrain? Non, écoutez, nous sommes dans une logique de rassemblement. Nous avons accueilli pour ces élections un certain nombre de personnes qui viennent de chez Chevènement, des souverainistes anciennes personnes du MPF. Nous avons aussi des gens de gauche qui nous ont rejoints. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais poser une question. La seule question qui vaille peut-être aujourd'hui dans ce débat à mes deux adversaires. J'ai une partie de la réponse de la part du Parti socialiste dans leur programme. Rapidement. Pourquoi 25% d'électeurs, un électeur sur 4 a voté Front National une fois de plus en Picardie, et pourquoi n'aurait-il pas un député? Si la proportionnelle intégrale était appliquée, aujourd'hui en Picardie, il y a 17 circonscriptions, nous devrions avoir 4 députés. Monsieur Bignon, êtes-vous pour la proportionnelle et pour que l'ensemble du peuple, des forces politiques du peuple français, le peuple français soit... Réponse de vos vis-à-vis, Michel Guignot, dans la deuxième partie de l'émission. On va s'interrompre quelques instants, le temps du journal présenté